Bonjour, bonsoir, téléspectateurs de Mandé TV, heureuse de vous retrouver sur notre plateau, votre plateau Réflexion politique. Réflexion politique, vous le savez très bien, c'est le plateau sur lequel on pose une réflexion, on pousse une réflexion dans le but d'y apporter des réponses et des éclaircissements. Le virus de l'immunodéficience humaine est une infection qui attaque le système immunitaire de l'organisme. Il s'agit du VIH-Sida. Le stade le plus avancé de l'infection à VIH-Sida est le syndrome d'immunodéficience acquise qui est appelé très couramment SIDA. Le VIH reste une problématique majeure de la santé publique à l'échelle mondiale. On estime à 39 millions le nombre de personnes vivant avec le VIH dans le monde à la fin de l'année 2022, dont plus de 2 tiers, c'est-à-dire 25 millions 6 dans la région selon l'OMS. Il est crucial de savoir quels sont les modes de prévention et évidemment de comment se faire dépister pour éventuellement accentuer la vigilance. D'où notre réflexion du jour, chers téléspectateurs de Mandé TV, qui a pour thème VIH-Sida, dépistage et quelles pratiques pour l'éviter. Téléspectateurs de Mandé TV pour en parler, pour discuter, pour pousser la réflexion et pour éclaircir évidemment votre lanterne. Nous avons deux invités sur le plateau de Mandé TV qui sont à cheval, qui prennent leur bâton de pèlerin pour pouvoir sensibiliser, faire un tour et pouvoir convaincre les citoyens à se faire dépister le plus possible. Nous en saurons davantage, nous allons développer cette réflexion. Notre premier invité est Monsieur Brahima Diabaté. Il est père éducateur et animateur de Grandir Ensemble au Mali. Monsieur Diabaté, bonjour. Bonjour madame. Bienvenue sur le plateau de Mandé TV. Merci beaucoup. Et notre deuxième invité est Monsieur Adama Anfa Samake. Monsieur Samake, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Mandé TV. Merci beaucoup. Il est, je vous rappelle, père éducateur et animateur de Grandir Ensemble Mali. Alors, Grandir Ensemble Mali, pour vous, téléspectateurs de Mandé TV, qui est abrégé GEM, est appuyé par Arcade Santé Plus et financé par le Fonds mondial. Messieurs, bonjour, bienvenue. Alors, vous avez de belles tenues, des pagnes quand même qui sont très sensibilisateurs. Voilà, nous sommes en plein décembre. Le mois de décembre est consacré à vraiment accentuer. Ce n'est pas qu'il n'est pas dit que les autres mois, on ne doit pas lutter ou sensibiliser contre le sida, mais ce mois, vraiment, c'est le mois particulièrement sur lequel on voit une grande sensibilisation se mettre en place. Je vous ai présenté, et pour nos téléspectateurs, peut-être qu'ils ne savent pas, certains savent, on voudrait savoir c'est quoi père éducateur. Samake. Oui, bonsoir tout le monde. Et un père éducateur, ce n'est autre chose que c'est les jeunes qui ont reçu une formation pour aider ses pairs. Si je dis ses pairs, c'est promotionnel. Donc, à une but visée. Ça peut être de santé sexuelle, santé de la reproduction et consorts. Mais là où nous sommes, on est dans le cadre de la santé sexuelle, santé de la reproduction. Mais aujourd'hui, précisément, on est là pour la lutte contre le VIH. D'accord. Père éducateur, c'est un petit peu ça. Diabaté, c'est ça. Vous avez d'autres activités, je suppose. Oui. Et je suis père éducateur, comme vous l'avez si bien dit. Je suis agent de sécurité et animateur de terrain. D'accord, animateur de terrain, ça veut dire quoi, de terrain? Il y a une certaine différence par rapport à ça? Ouais. Et je suis animateur de terrain, ça veut dire que je pars sensibiliser des jeunes vulnérables, des populations clés dans les différents sites de prise en charge. Ça veut dire que ce soit dans les grandes villes, dans les campagnes, vous faites beaucoup de terrain, beaucoup de cette démarche. On va plus tard, lors de nos discussions, parler un peu de père éducateur, parce qu'on se rend compte que ça a beaucoup évolué, beaucoup changé. C'était une fonction, si on peut dire, très portée par les jeunes, hein? Essentiellement portée par les jeunes. En tout cas, c'est un plaisir d'être avec vous, de pouvoir sensibiliser nos téléspectateurs concernant le sujet du VIH-Sida. À côté de ça, aussi, on veut savoir qu'est-ce que c'est que
Grandir ensemble Mali? Ok, Grandir ensemble Mali, c'est des jeunes leaders qui veulent lutter contre la discrimination et la stigmatisation et sur les personnes vivant avec le VIH. Parce que si on essaie de regarder les personnes vivant avec le VIH, notre société est en train de les discriminer et les stigmatiser. Bon, on peut dire que c'est dû au manque d'information et puis aux méconnaissances des jeunes et des populations en général, quoi. Voilà, D'accord. c'est dû à la méconnaissance. D'accord. Et Grandir ensemble existe depuis quand? Ça, il y a une date de création? Ouais, je crois c'est en juillet 2023. Donc, tout récemment? c'est tout récent. En juillet 2023. Voilà. D'accord. Il y a un bureau ou il y a pas? un bureau. Le bureau a été constitué en juillet 2023. Mais nous, les pères éducateurs, on a commencé les activités depuis 2010. D'accord. Depuis 2010, vous êtes déjà sur... Voilà, avec une autre association dénommée SOA Jeunes. Donc, c'est récent qu'on a eu l'idée, avec l'appui d'Arcade Sida, de créer, de Grandir Ensemble Mali. Pourquoi cette appellation Grandir Ensemble Mali? Parce qu'il y a le réseau Grandir International qui nous a soutenus depuis la France jusqu'à maintenant. D'accord. Donc, on s'est dit, pourquoi encore changer le nom? Donc, on ne pouvait plus utiliser les réseaux, parce que les réseaux, c'est l'ensemble d'une association. Donc, on a voulu trouver une appellation Grandir Mali Ensemble. D'accord. Ok, donc ça veut dire que Grandir Mali sont peut-être dans la sous-région, dans les pays voisins. Oui. Pour le moment, nous sommes dans les sous-régions avec nos points focaux qui sont à Koutiala, Sikasso et Kaï. D'accord, plutôt dans ces zones-là. Pourquoi ces zones ont été essentiellement ciblées? C'est dû à quoi? Ou bien c'est dû aux volontaires? Bon, tout d'abord, il y a le volontariat qui est là. Et puis, c'est des jeunes qu'on a eu à faire des formations ensemble. Donc, mais dans les jours à venir, nous souhaitons élargir ou augmenter le nombre de points focaux. D'accord, c'est quand même très jeune, hein, comme mouvance, si on peut dire, depuis juillet, donc le temps que tout cela se met vraiment en place. Mais quoi qu'il en soit, vous êtes là sur le plateau de Mandé TV pour pouvoir sensibiliser. Oui. On parle de VIH-Sida. Aujourd'hui, les chiffres font peur parce que je viens d'énoncer les chiffres de manière récente par l'OMS. L'OMS essaye aussi de sensibiliser par rapport à ça. Tout le monde sait très bien. Mais est-ce qu'on peut avoir une idée du taux de prévalence au Mali? Quelle couche de population, par exemple, atteinte par malheureusement ce virus, Diabaté? D'accord. Et maintenant, le taux de prévalence du VIH au Mali est de 1,1%. Et le nombre de personnes infectées, c'est de 15 à 49 ans. Donc, il y a une population... C'est la frange la plus affectée. C'est ça. Mm-hmm. Donc, chez les hommes, surtout, dans toutes les maladies, il y a les femmes aussi qui sont les plus touchées. Pour eux, ils ont un taux de prévalence de 0,3%. Et chez les hommes, c'est de 0,8%. Et chez les milieux urbains, nous avons 1,9%. Et dans les milieux ruraux aussi, nous avons 0,9%. D'accord, ça c'est le taux de prévalence. Samaké, vous avez quelque chose à rajouter par rapport à ça? Oui, parce que si on prend exemple chez les femmes et chez les hommes, le taux de prévalence des femmes est plus élevé que chez les hommes. C'est dû parce que, vous m'excusez le terme, parce que dans nos sociétés ici, il y a la polygamie. La raison pour laquelle c'est les femmes qui sont très touchées que les hommes. Parce que tandis que nous les hommes, on peut marier 2 ou 3 femmes, vous m'excusez le terme, 2 ou 3 femmes, en allant même 4 femmes. Tandis que, et puis, même si on est marié d'une femme, nous on peut sortir d'aller faire des trucs dehors, tandis que les femmes sont... Eux ne font pas ça. Voilà. Donc, raison pour laquelle les femmes sont... C'est juste, c'est un débat aussi, ça. Voilà. Mais on suppose. Voilà.
D'accord. Oui. Donc c'est dû à la polygamie, c'est dû à tout ça. Et puis, Mais oui, c'est les femmes, les violences aussi sont faites par, même si les hommes aussi se violent, mais la majorité des cas, on voit les violences basées sur les femmes aussi. d'accord. Voilà. Donc, Donc, c'est pas c'est- dû seulement à la polygamie. Il y a plusieurs facteurs dedans. Mais c'est les femmes qui sont plus vulnérables que les hommes. Moi, je dirais plutôt, vous serez peut-être d'accord avec moi que les hommes, les femmes, tous sont vulnérables. Ouais, c'est Mais ça. je pense que en termes de dépistage, c'est plus facile d'avoir les chiffres des femmes parce que ce sont les femmes qui sont déjà dans la polygamie. Oui, oui. Et puis, dans un deuxième temps, il y a le facteur de grossesse qui fait qu'elles sont un peu obligées de faire des tests de dépistage pendant la période de grossesse. Ouais. Donc, facilement, on arrive à faire cette évaluation. C'est ça. L'homme, c'est plutôt de manière volontaire ou bien quand il Oui. sent que il est malade, il y a quelque chose, c'est son médecin qui lui pousse un petit peu Ouais. à aller se tester. Donc, Effectivement. contrairement aux hommes, c'est facilement suivi. C'est vrai. Et tout simplement. Donc, le taux de prévalence au Mali, quand même, a beaucoup chuté. Hein, Oui, par oui. rapport à certaines années, a beaucoup chuté. Il y a une politique qui se met en place, notamment. Les pères éducateurs, c'est essentiellement des jeunes, mais est-ce que souvent il y a des personnes d'un certain âge que vous rencontrez? Bon, plus généralement, c'est les jeunes. Euh, à un certain âge, la personne n'est plus appelée père éducateur. Il peut être appelé mentor. C'est comme si c'est lui qui aide les pères éducateurs à faire ses activités. D'accord, Voilà. Sinon, plus généralement, les pères éducateurs, c'est les jeunes. d'accord. Il y a aussi le fait qu'après le père éducateur, quand il est plus très jeune, il rentre en fonction. Voilà. C'est un petit peu le cas me concernant parce que je suis père éducateur, je le dis toujours, malgré mes nombreuses préoccupations. Aujourd'hui, à quoi consiste le dépistage réellement du VIH? À quoi consiste le Le dépistage? dépistage consiste à faire le prélèvement sanguin. Ça peut être le bout du doigt et puis il y a les prélèvements buccales aussi. Il y a un test qu'on appelle autotest. D'accord, Oui. Il y a les prélèvements sanguins et il y a les autotests aussi. Les autotests, on fait le prélèvement des salives. C'est comme si c'est le TDR. Le TDR, c'est le test rapide diagnostic. d'accord, Voilà, c'est en sorte de ça, quoi. d'accord. Donc concrètement, si je vous suis, parce que je suis toujours ce qui se passe, ou peut-être Diabaté va rajouter à quoi consiste le dépistage aujourd'hui. Le dépistage, comme il a assez bien dit, le dépistage consiste à faire un tout petit prélèvement de sang, soit dans les bras ou dans les bouts des doigts. Donc, puis avec l'évolution de la science, il y a le test rapide, donc, qui est prélevé au niveau de la salive. Mais la meilleure manière de se faire dépister, c'est d'aller dans un centre de santé, donc pour plus de confirmation. Mais est-ce que les autotests, ça fonctionne réellement? Est-ce que les gens sont sensibilisés à ce test-là? D'accord. Bon, comme c'est un test qui est nouvel, et puis c'était destiné aux couples sérodiscordants. Mais je crois que Sérodiscordant, ça veut dire? l'homme est infecté ou la femme n'est pas infectée. D'accord. Voilà. Donc c'était destiné pour eux, mais je crois qu'avec un peu de l'avancée de la science, je crois que c'est disponible pour tout le monde. D'accord, c'est carrément ouvert. Vous allez en pharmacie, vous demandez ce test-là. Voilà. Il est assez facilement trouvable au Mali? Si, bien sûr. Plus dans la ville ou même dans les campagnes ou comment Bon, ça se c'est passe? dans la ville que c'est facile à trouver, surtout dans les sites de prise en charge du VIH. C'est très très facile à trouver dans ces sites-là. D'accord. D'accord. Ok. Maintenant, aujourd'hui, avec ça, est-ce que les gens ont cette volonté d'aller se faire dépister? Peut-être qu'ils seraient
important de faire savoir la nécessité de vraiment de se faire dépister. C'est quoi la nécessité aujourd'hui? Les gens ne prennent pas en conscience. Le monde va tellement vite, les gens sont dans plein de choses. Si on n'est pas malade et que le médecin dit qu'il faut faire un bilan sanguin, c'est vraiment compliqué. Mais aujourd'hui, vous, en tant que père éducateur, quelle est vraiment la nécessité de se faire dépister, à faire savoir? L'avantage d'aller se dépister, c'est que on va connaître son statut sérologique précocement et que la personne va être quelqu'un aussi pour éviter la transmission aussi des uns aux autres. Supposons aussi la personne, vous m'excusez le terme, est travers de sexe. Donc, si la personne elle est allée faire le dépistage et que c'est devenu positif, donc dès ces jours-là, il va prendre ses précautions pour éviter la transmission des uns aux autres. Donc, tandis que si elle n'a pas fait le dépistage, donc tu vas voir que si elle est séropositive, elle va continuer à transmettre le malade des uns aux autres. Donc, vous voyez l'avantage du dépistage précoce. D'accord. Oui. Ok, donc c'est quand même assez essentiel de connaître son statut sérologique. C'est ce que vous voulez notamment me faire savoir. Peut-être Diabaté a beaucoup à rajouter. Vous, en tant que père éducateur, vous êtes sur le terrain, vous êtes en contact avec les gens. Il y a des personnes, par exemple, qui peuvent être réticents à pouvoir aller, ou il y a même des personnes qui n'arrivent pas à y croire. Comment vous faites pour pouvoir les sensibiliser et tout ça, les pousser et leur expliquer l'avantage, la nécessité de faire son dépistage? D'accord. Et une fois sur le terrain, on aborde le débat, surtout si le débat est sur le VIH-Sida. Donc, tout d'abord, on essaie de les expliquer ou décortiquer réellement qu'est-ce que c'est que le VIH et qu'est-ce que c'est que le Sida. Donc, à travers ça, le participant ou l'intéressé pourrait faire la différence entre les deux. Maintenant, une fois la différence faite, et la personne saura qu'on peut être infecté par le VIH sans avoir le sida. Donc, c'est en fonction de ça que la majorité ou l'intéressé aura l'idée d'aller se faire dépister. L'avantage du dépistage, c'est quoi? C'est tout d'abord, une fois dépisté, que tu sois séropositif, séronégatif, mais essentiellement si tu es séropositif, donc tu sauras ce que tu as. Exactement. Directement, tu seras mis sur le traitement. Donc cela va te mettre fin à la transmission. Maintenant, si tu es séronégatif, cela pourrait te permettre d'éviter de prendre des comportements à risquer. Mais et celui qui n'a pas fait le dépistage, il ne connaît pas son état de santé, il ne sait rien de son statut, donc il reste toujours un seul ignorant. Donc l'importance du dépistage est vraiment capitale, parce que là où on est, c'est à travers ça qu'on pourra mettre un frein à la transmission des jeunes, surtout avec au Mali, la majorité des PVVH sont les couches vulnérables des jeunes. Donc, d'où nécessité d'aller se faire dépister. D'accord. Aujourd'hui, quels sont les bons comportements? Parce que c'est toujours bien de pouvoir rappeler ça aux différentes populations, quels sont les bons comportements. On a tendance à souvent voir surtout la transmission par voie sexuelle. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'autres transmissions. Il serait bien peut-être de faire un rappel des différents modes de transmission et aussi, par la même occasion, expliquer les bons comportements à adopter. Et quels sont les différents modes de transmission aujourd'hui, essentiellement pour les populations maliennes? Essentiellement, il n'y a que 3 modes de transmission du VIH. Il y a la transmission de mère à l'enfant, transmission sexuelle, transmission de mère à l'enfant aussi. Ça aussi, il y a 3 phases.
Première phase, ça c'est le moment de la grossesse. Le moment que la femme est enceinte pendant ces 9 mois-là. Donc c'est ces 9 mois que la maman peut transmettre son enfant. Plus précisément le dernier trimestre. D'accord. Donc après ça, après la grossesse, la phase grossesse, maintenant il y a deuxième phase aussi, le moment que la femme va accoucher, lors de l'accouchement. Donc après ça aussi, la troisième phase, ça c'est le moment de l'allaitement, le moment que la femme va donner le sein à son bébé. Donc ce moment aussi, la dame peut transmettre le VIH à son enfant. Donc après la transmission de mère à l'enfant, il y a la transmission sexuelle non protégée, les rapports sexuels non protégés. Ça peut être buccal, ça peut être anal ou ça peut être vaginal aussi, vous m'excusez le terme. Après la transmission sexuelle aussi, il y a la transmission sanguine due aux différents objets tranchants. Il y a l'aigu, tels que des seringues que les infirmiers injectent. Il y a aussi les lames, les couteaux et consorts. Donc c'est ces 3 phases de transmission du VIH qu'il y en a. D'accord. Oui. D'accord. Mais on a aussi entendu cette discussion très répandue à un certain moment où on disait que même le fait d'avoir un contact avec les personnes porteurs de VIH était dangereux. Par exemple, s'ils transpiraient, si on les touchait, si on mangeait avec eux. Cette transmission, elle est totalement fausse aujourd'hui, n'est-ce pas? Carrément fausse. D'accord. Parce que c'est quand la maladie, tout début de la maladie, et les premières personnes qui ont eu à faire des sensibilisations, bon, je crois qu'ils n'étaient pas trop informés. Donc c'est à cause de ça qu'il y a eu beaucoup d'idées fausses sur la maladie. On peut être infecté par le VIH, manger avec son camarade, le reste de la famille, sans exposer les autres. On peut boire dans le même bol. On peut travailler ensemble. Donc, la meilleure manière à faire, comme il a si bien dit, surtout la transmission mère-enfant, et au moment de la grossesse, si la femme n'est pas sous traitement, donc il y a une multiplication du virus qui est là. Donc, l'enfant peut être exposé. Et au moment de l'accouchement, si les sages-femmes, toujours si la femme n'est pas sur traitement arrivé, ou si les sages-femmes, les gens de santé ne sont pas informés, donc l'enfant peut être infecté. D'accord. Et puis, à la troisième phase, au moment de l'allaitement, si toujours la femme n'est pas sous traitement arrivé, donc vous verrez que les virus peuvent se propager dans les laits maternels. D'accord. Donc, pour nos téléspectateurs qui ne savent pas ce que c'est que l'ARV, il s'agit des antirétroviraux. oui. Au Mali, comment se passe cette politique ou bien cette mise à disposition de ces médicaments-là? Comment ça se passe aujourd'hui? Oui, au Mali, les antirétroviraux sont gratuits. C'est 100% gratuit au Mali. Une fois que vous êtes détecté positif, donc les prises en charge sont gratuites. Précisément les antirétroviraux. Oui, vu la politique du Mali, Dieu merci, les antirétroviraux sont gratuits, sont 100% gratuits au Mali. D'accord. Donc c'est par volontariat, la personne va se faire dépister et puis il y a des centres, les points de centre à Bamako ou comment les jeunes ou les gens peuvent reconnaître ça? Bon, tout d'abord c'est par volontariat et puis c'est par référence aussi. Parce que comme on l'a si bien dit, si surtout au Mali les gens tombent malades jusqu'à ce que leur système immunitaire s'affaiblisse, c'est après ça que nous les Maliens, on cherche à aller dans les hôpitaux. Donc une fois le prélèvement fait, donc les médecins ou celui qui est chargé les transfère
dans un centre spécialisé pour la confirmation du test de dépistage. Une fois confirmé, le résultat c'est dans 30 minutes ou plus tard 40 minutes. Donc une fois la personne est dépistée ou la confirmation elle est faite, donc directement la personne est mise sous ARV à travers une inclusion. Mais au préalable, il y a une discussion avec la personne. On prend le temps avec un psychologue pour pouvoir annoncer déjà la nouvelle. Voilà, il y a l'annonce qui est là, d'accord, par le médecin ou des chargés, des agents communautaires. Donc après l'annonce, je crois l'annonce n'est pas toujours facile. Ouais. Et puis le fait d'avoir que vous êtes infecté n'est pas tout à fait facile. Donc il y a l'annonce qui est là et qui est faite par le médecin. Donc après l'annonce, il y a un temps d'acceptation qui est donné à la personne de 2 ou 3 jours comme ça. Donc pour toujours freiner la transmission, donc après ces 2 jours d'acceptation, donc la personne est directement mise sous ARV. D'accord. Donc l'ARV aussi consiste à stopper l'évolution du virus dans le sang. C'est un petit peu un renforcement du système immunitaire. Voilà. Tout à fait. Et comment vous faites? Est-ce que vous participez aussi aux annonces et tout ça? Non. Vous êtes plutôt dans vos démarches de père éducateur pour pousser les populations à aller se faire dépister? Oui. Oui, dans un contexte, nous, on peut faire l'annonce. Je dis contexte. Supposons, il y a certaines annonces qui ne sont pas faciles. Si le médecin a peur de faire l'annonce du patient, maintenant, il peut te demander en tant que père éducateur, parce qu'avant le dépistage, même, on fait des counseling. C'est pour préparer psychologiquement le malade avant le dépistage. Maintenant, après le dépistage, et que la personne est devenue séropositive, donc là maintenant, on essaie d'évaluer ses idées concernant le VIH. On lui demande qu'est-ce que le VIH, est-ce que c'est transmissible, ces questions. Donc si le patient arrive à répondre à ces questions facilement, ça veut dire que la personne a des connaissances sur le VIH. D'accord. On peut lui demander aussi, est-ce que là où nous sommes, il y a des traitements sur le VIH. Donc si la personne arrive à répondre ça aussi, directement, tu sauras, est-ce que je peux lui faire l'annonce maintenant ou pas. Tout dépend du patient même. Donc en tant que père éducateur, le médecin peut vous demander, oui, il faut faire l'annonce de ce genre, mais ce n'est pas facile. Parce que nous, les pères éducateurs, on n'est pas des médecins ni des infirmiers. On est là pour sensibiliser la population en général. Mais est-ce que le médecin aussi ne vous donne pas cette possibilité parce qu'il sent qu'il y a une certaine confiance entre vous et le patient qui a été récemment dépisté? Parce que père éducateur, en gros, ce n'est pas sa fonction. Ce n'est pas sa fonction. Effectivement, surtout principalement avec les jeunes. D'accord. D'où l'idée de la père éducation. Car entre jeunes, on se comprend plus. D'accord. Donc, soit avec les jeunes, c'est plus facile, surtout avec l'autorisation, la recommandation du médecin. Donc, on assiste ou c'est nous-mêmes qui font l'annonce. D'accord. Je sais qu'auparavant aussi, il y avait eu une grosse politique vraiment de sensibilisation pour lutter vraiment contre les maladies, le VIH et à tant d'autres, les maladies sexuellement transmissibles. Ça a été beaucoup fait dans les années 90 à voire 2000, cette frange-là, où il y avait une politique quand même pour nos téléspectateurs, peut-être une certaine génération saura se souvenir de ça, où il y avait des pères éducateurs qui étaient installés au niveau de tous les établissements scolaires, les lycées, les quartiers et tout. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Où en est-on par rapport à ça? Comment c'est organisé? Ça va ok? Aujourd'hui, vu la situation du pays, on voit que les partenaires sont rentrés dans leur pays. Auparavant, il y avait beaucoup de partenaires, tels que ONU-SIDA et SIDAction et consorts. Mais là où nous sommes, c'est peu. La majorité des financements sont arrêtés.
raison pour laquelle on voit qu'il y a peu de pères éducateurs. Même s'il y a beaucoup de pères éducateurs, il y a peu de gens qui réalisent ces fonctions qui est père éducation. Il y a peu. Là où nous sommes, je peux dire même que le seul association père éducateur qui fait ces activités maintenant, je peux dire que c'est au niveau de l'Arcade Santé Plus. D'accord, Oui. c'est au niveau de l'Arcade Santé Plus Oui. qu'on voit plus de... C'est quand même dommage parce que nous, on a souvenir où c'était au niveau de tous les établissements scolaires, dans les lycées, et là, on profite pour interpeller les volontaires. Les volontaires aussi, ce sont des jeunes, des étudiants, des élèves. C'est vrai que le Mali est dans un contexte un petit peu compliqué, Oui. où les gens ont plutôt la tête ailleurs, il faut le dire. Oui. Mais quand même, le fléau, il est là. Hein. Le fléau, il est mondial. Donc, il s'agissait d'installer des clubs anti-sida au niveau de tous les lycées de Bamako, des environs, des campagnes, des villes, même dans le nord. Et tout, je pense que cette politique-là, en tant que père éducateur ici sur le plateau de Mandé TV, vous pouvez pousser cette réflexion, discuter avec vos confrères, vos pères, comme vous le dites, pour voir comment inciter nos politiques à aller dans ce sens-là. Aujourd'hui, comment savoir qu'on peut être exposé au VIH, à un risque de VIH? Comment on peut savoir qu'on est forcément exposé? Pour savoir qu'on est forcément exposé au virus du VIH, bon, à travers les fonctions, il y a les orpailleurs, il y a les travailleurs de sexe. Il y a une frange de population. Voilà. D'accord. Et puis, il y a l'adolescence aussi. Ok. Il y a l'adolescence, une personne qui a adolescence va de 10 à 19 ans comme ça. Donc ça, c'est les tranches d'âge des adolescents. Et puis, il y a les commerçants ambulants. Donc, c'est cette frange de population voilà, qui est quand même... risque du virus VIH. Et puis, quand on fait aussi des rapports sexuels non protégés, directement, on saura qu'on risque à avoir le virus du VIH. D'accord. Oui, Diabaté, vous avez quelque chose peut-être à nous dire là? Bon. Pour les risques d'exposition, nous avons toujours les populations clés qui sont là, et là où on est, qui ont un taux de prévalence assez élevé. Donc, par rapport à la discrimination, parce qu'au Mali, c'est pas facile pour eux de se montrer. Donc, ce qui est un souci, et ce qui est aussi... Est-ce que cette frange de population qui sont exposées, comme vous le dites, il y a certaines personnes, c'est pas qu'on veut indexer une catégorie de la population, hein, loin de là, mais il y a aussi des attitudes, des habitudes qui font qu'on peut être une personne assez exposée, ou par rapport à peut-être une approche de corps de métier, voilà, on ne va pas indexé. Mais est-ce que ces populations ont réellement une prise de conscience par rapport à cette maladie? Vous qui êtes sur le terrain, évidemment. Pas totalement. Comment ça s'explique, par exemple? Une manque d'information. Bon, puis une manque de volonté aussi. Ok. Parce qu'avec toutes ces sensibilisations, depuis une dizaine ou une vingtaine d'années, il y a des sensibilisations qui sont faites, mais pourquoi il y a toujours des contaminations? Parce qu'il y a un manque de changement. Il y a un manque de changement, et puis je ne dirais pas un manque d'information, car depuis là, les radios en parlent, la télé en parle, les VIH, les sida, il faut vous protéger. Mais la population générale n'est toujours pas conscient de l'état de la gravité du VIH. Parce que toujours il y a tu vas trouver des gens qui disent que le VIH n'existe pas, c'est une maladie inventée, alors que ce fléau est toujours en train de faire des ravages.
D'accord. Samake, vous faites aussi le même constat d'approche avec les populations. En ce moment, comment vous faites? C'est ça aussi la question. Comment vous faites en tant que père éducateur face à ces populations assez réfractaires? Bon, il faut qu'on continue seulement à informer la population en général sur la gravité de cette malade. Donc, et puis, comment faire le dépistage aussi. Et puis, parce que si tu n'as pas expliqué l'avantage du dépistage à la population, comment la population va faire le dépistage? Donc, il faut bien expliquer l'avantage du dépistage pour que la population en général puisse aller faire se dépister. Parce que c'est la population en général qui sont exposées. Surtout, celui qui n'est pas informé. Donc, cette personne-là. C'est un danger, entre guillemets, on va dire. Voilà. Mais à côté de ça aussi, peut-être est-ce qu'il y a eu une bonne communication sur la confidentialité ou pas du dépistage? Oui, bien sûr. Le dépistage du VIH est 100% confidentiel. D'accord. Comment ça se passe? Quelqu'un qui arrive, qui veut se faire dépister et qui arrive dans un centre, de terre à terre, peut-être aussi, il y a ça? Donc, la confidentialité commence d'abord par la counseling. Donc, quand on fait le counseling, tu expliques. Le counseling, c'est quoi pour nos téléspectateurs qui ne savent pas? Le counseling, donc c'est une sorte de préparation psychologique. C'est pour préparer psychologiquement la personne à se faire dépister ou à connaître la gravité ou l'avantage de se faire dépister. Donc, dans la counseling aussi, on explique à la personne l'avantage du dépistage, l'avantage du séronégatif, l'avantage d'être séropositif, non sur ARV. Donc, les inconvénients plutôt d'être séropositif. Et les avantages d'être séronégatif. Voilà, donc c'est à travers ça qu'on explique à la personne, ce test-là est confidentiel. Tout ce qu'on fait ici, ça reste ici. Sauf si la personne elle-même soit pour aller dire à quelqu'un. Sinon, entre la personne et le médecin, ou bien l'infirmier, ou bien le père éducateur, c'est confidentiel. D'accord, d'accord. Et est-ce que les jeunes aujourd'hui y vont en nombre? Est-ce que beaucoup de jeunes y vont aujourd'hui à se faire dépister? Ou les populations en gros? Bon, à part ceux qui sont malades, qui sont obligés par le médecin. Mais est-ce qu'aujourd'hui on remarque des jeunes de manière volontaire, de manière spontanée à aller? Il y a un taux, vous avez un taux, des chiffres pour ça? Bon, pour l'instant, nous n'avons pas assez de taux, mais selon nos constats, il n'y a pas assez de jeunes qui vont en nombre. Sauf si l'Arcade Santé Plus, à travers quelques partenaires, lance des campagnes de sensibilisation ou des campagnes de dépistage. Sinon, il y a des jeunes qui se déplacent volontairement d'aller se dépister fréquemment. C'est pas beaucoup nombre. Mais je crois qu'il y a l'État vraiment qui ne s'implique pas davantage. Vous pensez qu'il y a un manque d'implication au niveau des autorités qui est vraiment très insuffisant? Parce que aussi, voilà, on est dans un contexte, le Mali traverse une période assez complexe. Ça ne justifie pas du tout. Les partenaires sont partis, les jeunes doivent continuer à être en santé, parce que c'est la prochaine génération et tout. Voilà. Mais je crois que vous avez déjà avancé ça, les démarches qui sont bien un protocole. Est-ce que c'est un protocole ou bien ce sont des démarches à suivre quand le résultat est séropositif? Si, on a des démarches à faire. Et une fois que la personne est détectée positive, donc on lui donne un temps d'abord pour accepter sa maladie. Parce que si une personne n'a pas accepté sa maladie,
Donc, obligatoirement, la personne ne va pas prendre ses médicaments. Donc, il faut que la personne accepte d'abord son statut. Donc, après ça, si la personne a accepté son statut, maintenant, on va le mettre sur les ARV antirétroviraux pour éviter la multiplication du virus dans le corps. Donc, maintenant, après la prise des médicaments, la personne va prendre les antirétroviraux pendant 6 mois. Après les 6 mois, la personne va aussi faire une autre analyse qui est la charge virale. Donc, une fois que la charge virale est devenue indétectable, donc ça veut dire que la personne prend normalement ses médicaments et régulièrement son médicament. Donc, la charge virale indétectable, ce n'est d'autre chose que la multiplication des virus est minime dans le corps. Tu vas voir qu'il y a certains tests tels que les autotests. Si la charge virale est indétectable, l'autotest va devenir négatif. Mais ça ne veut pas dire que la personne est séronégative. Vous voyez l'avantage de la prise des antirétroviraux. Oui. Donc maintenant, après la charge virale, donc, on continue à suivre le malade jusqu'à ce que la personne commence à agrandir. Là où nous sommes, le sida ne tue plus. Là où nous sommes, pour celui qui prend correctement ses médicaments. D'accord. Oui, Diabaté, par rapport à ce protocole-là, et la sensibilisation aussi, surtout la compréhension que les populations doivent avoir, c'est de se dire, si jamais le résultat est positif, on a un statut de séropositif qui est là. Oui. Donc, il faudrait rentrer dans un protocole, c'est ça? Oui, c'est ça. Voilà, et suivre tout ça. Mais le temps de la prise des médicaments, c'est pendant une période ou comment ça se passe? Le temps de la prise des médicaments, c'est à vie. Ah, c'est à vie, carrément? C'est à vie. Chaque jour, tu prends les médicaments. Mais là où on est, avec toujours l'avancée de la science, il y a des fois, tu es sur le thyroïde qui consiste à prendre un seul médicament dans la nuit ou dans la journée. D'accord. Sinon, je crois auparavant, les PVVH prenaient 7 médicaments ou 8 médicaments par jour. Mais là où on est, toujours avec l'avancée, donc il y a un seul médicament que tu prends dans la journée puis c'est fini. Mais c'est quoi? C'est un traitement adapté à la personne ou bien c'est un traitement général? Bon, pour le moment, là où on est, je crois que c'est un traitement général. Et pourquoi le jour et pourquoi la nuit? Ça dépend du patient? Voilà, ça dépend ses habitudes patient et l'état aussi d'avancement de la maladie. Ah ouais? Ouais, une personne qui se dépiste très tôt. Ok. Bénéficie d'un traitement plus facile. D'accord. Et moins de comprimés. Et une personne qui reste à la maison jusqu'à la phase sida, tu ne peux rien faire sans les autres. Donc tu seras obligé de prendre des médicaments, 2 ou 3 médicaments ou 4 médicaments dans la journée. D'accord. Voilà. Maintenant, une fois que tu es sous traitement et que tu arrives à bien prendre tes médicaments dans les 3 mois ou 6 mois et que la charge virale, le virus dans le sang, se diminue, donc les médecins, c'est à lui maintenant d'évaluer si ton médicament peut être allégé. Donc c'est en fonction de ça qu'il y a des changements de médicaments. D'accord. Tout cela dépend de l'état d'avancement ou du nombre de virus dans le sang. D'accord, c'est quand même une information assez cruciale parce que moi, je sais qu'il y a des antirétroviraux, mais le détail, le protocole vraiment par rapport à ça, c'est quand même assez long. Et les patients, ils sont assez corrects quand vous les accompagnez? Oui. Vous accompagnez avec les médecins, si. les patients, vous les rendez visite à domicile ou bien non, ils viennent plutôt dans les centres? Comment ça se passe? On fait des visites à domicile. On fait aussi des causeries débats dans le centre et qu'on sort. Et puis, une fois qu'on saura qu'une personne est perdue, il y a des pertes de vie aussi.
Ils vont commencer le traitement, un temps, 2 mois, à peu près 1-2 mois comme ça, 3 mois, ils vont s'enfuir. Tout le monde le sait là où la personne est. Donc c'est nous qui se lèvent en ce moment de faire la recherche de cette personne. Donc une fois qu'on va le trouver, donc on lui conseille aussi. Et la personne va commencer encore à prendre ses médicaments. Et aussi, il y a une autre chose que les gens oublient aussi. Il y a 2 types de sida. Il y a sida de personnes de sida, Du VIH. de VIH Du plutôt. VIH, oui. Ok. Il y a le VIH de type 1, il y a le VIH de type D. D'accord. Oui. Bon, pour le Mali. Maintenant, majoritairement, c'est le VIH de type 1. C'est quoi pour vraiment éclaircir, pour avoir plus d'informations pour toutes ces populations? C'est quoi le VIH1 et c'est quoi le VIH2? Si vous pouvez nous donner quelques petits éléments là-dessus. Qu'est-ce qui fait cette différence? C'est la virulence du virus ou bien c'est quoi? Oui, c'est la virulence du virus. VIH de type 1, ça manifeste trop. Tu vois, celui qui a le VIH du type 1 fait des manifestations. D'accord. Et puis, si on a attrapé le VIH du virus 1 mois, 2 mois, 3 mois, on peut faire même 6 mois sans faire les signes. Tandis qu'une personne qui a le VIH de type D manifeste rarement. Donc, c'est la vulgarité. C'est la virulence même Voilà. du virus. Le C'est type virus. 1 est assez virulent Voilà. par rapport au type 2. D'accord. Merci. Donc, une seule personne peut avoir ces 2 types-là. Ah bon? Oui. Donc, c'est pas parce qu'on a des VIH de type 1 qu'on ne peut pas avoir le VIH type D. Non. Raison pour laquelle, même les personnes vivant avec le VIH, on leur conseille de se protéger et D'accord. d'éviter les risques de transmission. Une fois que tu fais le rapport sexuel, étant le VIH de type 1 avec une personne de type D non protégée, cette personne de type D peut te transmettre le type D. Il y aura une intervention Voilà. des différents Des VIH. différents VIH. Donc, ce traitement aussi, c'est très difficile. Ça rend le statut plus complexe. Voilà. Le statut des séropositifs plus Merci. complexe. Une fois complexe et que plus difficile aussi. Si tu as le VIH de type 1, quand tu prends les médicaments, une comprimée par jour, donc si tu as ces 2-là, tu vas voir que ça va devenir La complexe, ça devient plus complexe. Ça dépend. Ça devient plus complexe. Voilà la raison pour laquelle on conseille les personnes vivant avec le VIH d'éviter les risques de transmission. Voilà. Carrément. Par contre, Samake vient de donner une approche qui est assez cruciale. C'est au niveau des centres où il y a des causeries débats. Ça veut dire, si je comprends bien, ça permet de maintenir un état psychologique toujours au top. Parce que quelqu'un qui est malade, quelqu'un qui traverse certaines mouvances, il y a des jours où tu as l'espoir, où il y a des jours où tu es vraiment désespéré. Ouais. Ce qui fait qu'il y a certains qui désertent, qu'il faut peut-être rattraper. Mais comment vous faites, par exemple, dans votre zone, en tant que diabaté, quelqu'un qui est dans cette déprime, on va dire, c'est une déprime même, pour pouvoir le rattraper et puis pour le sensibiliser à dire il faut venir dans les rangs. D'accord. Une fois rencontrer ce genre de cas, tout d'abord, on les dit, ou on les fait savoir que le VIH n'est pas une fatalité. Aujourd'hui, tu as le VIH, mais tu n'as pas le sida. Ou tu peux avoir le VIH et ça ne peut pas être la fin de ta vie. Donc, et on leur demande, on essaie de les expliquer l'avantage du traitement arrivé. Donc, qui consiste d'abord à réduire la multiplication du VIH et à rendre la charge virale indétectable et aussi à rendre la vie du patient meilleure. Donc, une fois expliqué tous ces bails-là, donc la personne elle-même arrivera
à avoir une idée claire sur la prise en charge et la bonne prise des médicaments. Donc, c'est en fonction de ça, avec un peu de la philosophie, parce qu'il y a toujours une question de croyance qui est là. Donc, on essaie de les expliquer. Ce n'est pas la fin. Il faut toujours prendre les médicaments. Une fois prendre les médicaments, tu peux faire tout ce que tu veux dans la vie. Tu peux étudier, tu peux avoir de bons travail, tu peux avoir une femme séronégative et avoir des enfants sains. Donc, après tous ces débats-là, franchement, on arrive à stabiliser la personne. Et puis, après tout ça, nous avons un temps d'observance. On observe, on essaie d'accompagner la personne durant 1 mois, 2 mois, pour voir les débats qu'on a eu à faire, si ça a fonctionné ou pas. Donc, la plupart des cas, nous avons un résultat vraiment satisfaisant, car la personne revient dans les rangs. Il faut maintenir cette cellule psychologique. Hein. Voilà. C'est assez important. Mais moi, j'ai envie de profiter pour vous demander aussi, en tant que père éducateur, comment vous faites pour maintenir votre psychique, psychologique? Parce que vous êtes des êtres humains aussi. Hein? Bien sûr. Comment vous faites? Bon. On essaie, à travers nos formations, et puis on essaie de comparer les VIH la comparaison entre VIH et certaines pathologies. Il y a l'hypertension, il y a le diabète. Là, on lui explique. Les personnes diabétiques sont privées de certaines nourritures, tandis que les personnes vivant avec le VIH, ils peuvent manger tout. Donc, on essaie de faire la comparaison. Vous essayez de faire cet équilibre en disant que c'est une maladie, mais elle n'est plus mortelle aujourd'hui. Voilà. Il y a des maladies qui n'ont pas tant d'ampleur, mais qui sont plus dangereuses. Sont plus dangereux que le VIH. D'accord. On essaie de les expliquer dans ce contexte. D'accord. D'accord. Et aujourd'hui, comment vous arrivez à mettre en place une politique de sensibilisation et davantage pousser les populations à s'engager, à aller se dépister? D'accord. Bon, notre politique, c'est sur les réseaux sociaux. Là où nous sommes, on a des groupes sur WhatsApp, TikTok, Instagram. Et il y a à peu près 5 réseaux sociaux qu'on passe les informations. D'accord. Et sur le groupe WhatsApp, on poste un débat. Donc les membres du groupe vont dire leur inquiétude ou leur idée. Donc à la dernière minute maintenant, nous on fait la synthèse. Donc pour englober le thème. D'accord. Et puis on fait des activités sur terrain aussi, de quartier en quartier. Là où nous sommes, depuis la création du réseau du Grandir Ensemble Mali, jusqu'à maintenant, on a fait à peu près 5 quartiers ou 4. Parce que Grandir Mali, la création, c'était au juillet passé tout. C'est très récent, effectivement. Voilà, donc on a fait Sébininkoro, Senou, Chikoroni, Kalabankura et centre commercial. Il y a la fièvre. Voilà, il y a la fièvre Dans aussi. la commune dans laquelle on est actuellement. Oui. Voilà. D'accord. Donc, on fait des causeries débats entre ces quartiers-là. Donc, ce n'est pas les personnes vivant avec le VIH seulement qu'on est concerné. Donc, nous, on est là pour toute la population. D'accord. C'est pour éclaircir et puis enlever le discrédit. Il faut être clair là-dessus. Les pères éducateurs sont des personnes saines. C'est juste des volontaires, des personnes qui sont très engagées pour pouvoir sensibiliser les populations. Ce ne sont pas du tout, et je répète ici aux téléspectateurs, ce ne sont pas du tout des personnes porteurs de VIH, SIDA. C'est des gens qui ont une certaine sensibilité et qui veulent juste donner de leur temps. Donc les causeries débats, vous les multipliez au niveau des quartiers, au niveau... Mais rajoutez les écoles, repartez sur les écoles. On a fait des écoles aussi, mais dans ce moment, on n'était pas comme Grandir Mali. D'accord.
on est les membres d'une association qui est Espace Jeune. Maintenant, les membres de Espace Jeune, on a voulu voir qu'il n'y a aucune association. Il y a des associations qui sont là pour lutter contre le VIH, mais c'est rare pour les jeunes. Donc c'est à travers Espace Jeune qu'on a voulu penser, créer, grandir ensemble Mali. C'est les mêmes membres de l'Espace Jeune qui se sont retrouvés à faire grandir ensemble Mali. Ensemble Mali. Parce que dans l'Espace Jeune, on se focalisait seulement sur les infections sexuellement transmissibles, les méthodes de contraception, les grossesses non désirées, tout, même le VIH. Bon, tandis qu'il faut avoir aussi une créativité de faire quelque chose pour lutter contre le VIH. Donc, et on a voulu penser faire ça. D'accord. Voilà, c'est tout récemment qu'on a créé Grandir ensemble Mali pour la lutte contre le VIH au Mali. D'accord. En tout cas, bravo à vous. Bravo à des jeunes comme vous. Il y en a aussi. Peut-être qu'à travers ce plateau, certains feront tout pour entrer en contact avec vous. En tout cas, on exhorte la jeunesse malienne, parce que c'est eux qui sont porteurs du flambeau dans les années à venir. Alors, cher monsieur, voilà, c'était un plaisir. On a eu beaucoup, mais on ne saurait finir le plateau de réflexion politique sans pour autant avoir des recommandations. Des recommandations à tous les niveaux. Vos recommandations? Bon, je recommanderais qu'il faut avoir l'implication de l'État, si je dis l'État, du gouvernement. Parce que même si tu luttes, si le gouvernement n'est pas là pour t'appuyer, c'est zéro. Donc on veut l'implication du gouvernement. Et puis aussi, on veut aussi que les jeunes soient responsables de leurs actes. Aller se dépister. Tout dépistage n'est pas dit que tu es séropositif. Parce que certains pensent à ça. Que si je suis allé faire se dépister, on va dire que je suis séropositif. Non. On ne m'a jamais dit, on ne demande jamais sur quelqu'un qu'il est séropositif. Si tu es séropositif, tu es séropositif. Si tu es séronégatif, tu es séronégatif. C'est ça. D'accord, merci beaucoup. Je vais me tourner vers Diabaté qui a des recommandations, c'est sûr. Les recommandations. Mes recommandations seraient, sans mentir, une implication. Je sais que l'État malien a beaucoup de choses à faire. Mais il faut toujours comprendre que le VIH est toujours là. Et la transmission aussi continue. Surtout la transmission mère-enfant. Si on essaie de regarder dans les autres pays récemment et tout près de chez nous, il y a le Rwanda qui est là. Ça fait plus de 10 ans comme ça qu'il n'y a plus de transmission mère-enfant au Rwanda. Mais pourquoi cela existe encore au Mali? Donc ce qui veut dire que l'État, le président du Rwanda ou l'État du Rwanda s'est impliqué à ce qu'il y ait une élimination totale de la transmission mère-enfant. Donc il faut que l'État malien s'implique davantage. Je sais qu'il y a beaucoup de choses. Surtout il y a le côté sécuritaire qui est là, mais il y a le côté santé aussi qui est primordial. Et nous les jeunes, pères éducateurs, on exhorte les jeunes qui sont les plus vulnérables à aller se dépister. Car c'est la seule manière et c'est la seule façon de savoir si on a le VIH ou pas. Si vous avez le VIH et vous êtes mis sur le traitement arrivé, alhamdulillah. Et si vous êtes sur séronégatif, alhamdulillah. Donc aussi cela va aussi vous permettre de faire tout votre possible pour ne pas vous exposer ou exposer vos proches. Sans mentir, je recommande à la population en général, surtout la jeunesse, d'aller se faire dépister. D'accord.
Téléspectateurs de Mandé TV, nous arrivons à la fin de notre réflexion du jour, une réflexion qui a été plus accentuée par une sensibilisation. Donc, en conclusion, moi, je dirais tout simplement à toute frange de la population de prendre conscience et de se dire que le VIH-Sida est bien et bel là et fait des ravages. Donc, on exhorte tout le monde à aller se faire dépister, surtout la jeunesse, parce que c'est la jeunesse qui portera le flambeau de demain du Mali, de l'Afrique. Téléspectateurs de Mandé TV, notre réflexion, notre plateau du jour a pour thème plutôt VIH-Sida, dépistage et quelles pratiques pour l'éviter. Je pense que nous avons eu pas mal de pistes pour répondre à cette question. Nos invités, nous avons Brahima Diabaté, père éducateur et animateur de Grandir Ensemble Mali. Diabaté, merci beaucoup. Merci à vous. Merci beaucoup pour votre engagement surtout. Deuxième invité est monsieur Adama Afa Samake. Il est aussi père éducateur, animateur de Grandir Ensemble Mali. Monsieur Samake, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci en tout cas, vous êtes vaillant, vous êtes très courageux et je ne peux que vous encourager et vous féliciter pour tout ce que vous faites. Ainsi prend fin cette réflexion. Restez sur les ondes de Mandé TV, allez-y sur nos pages YouTube, Facebook, Mandé TV, Reflet du Mali, et je remercie la régie qui a enregistré ce tournage. On se dit à la prochaine pour une prochaine réflexion.